Bonjour, je suis Mickaël Seramour, vice-président de l'association Ouvrage à 5 Baux du Four, et puis aujourd'hui je vais endosser ma casquette de responsable de la muséographie pour vous faire une visite insolite de notre ouvrage à partir donc de mon dernier ouvrage des arcs-en-ciel sous l'uniforme. Notre association a entrepris ces dernières années, depuis 2020, avec l'autorité militaire, un programme de préservation des plus belles peintures murales de la ligne Maginot que nous allons récupérer, que ce soit en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, également très récemment dans les Alpes-Maritimes, et puis ces œuvres, une fois préservées, eh bien, nous les exposons au sein de l'ouvrage, et donc c'est ce que je vous invite à découvrir ensemble aujourd'hui. Voilà, donc ici nous sommes dans la salle des filtres de l'ouvrage A5 Baux du Four. La salle des filtres, c'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire la salle de neutralisation. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va aspirer l'air de l'extérieur et on va faire passer cet air dans des batteries de filtres anti-gaz pour donc le pulser dans l'ouvrage et permettre à l'équipage d'avoir un air sain. Dans les casemates du plateau d'Aumesse, pas très loin d'ici, des électromécaniciens, ou surtout même un électromécanicien, puisque les motifs sont similaires, a réalisé des frises au pochoir, des décors. Donc là, vous avez une portion d'origine, peinte sur une tôle, donc que nous avons pu récupérer. Et donc ce type de frise se trouvait dans les salles des machines, les salles des filtres. Cet électromécanicien a représenté donc des motifs. Alors c'est vraiment l'échelle 1 du décor mural, c'est-à-dire qu'à partir d'un cartouche en papier, en carton, d'une tôle, on va découper des motifs pour ensuite appliquer ce pochoir au mur et puis donc le peindre à l'infini en fonction de ce que l'on souhaite faire. Alors ce qu'a représenté cet électromécanicien ici, ça pourrait paraître un petit peu abscon à la première lecture, mais on a en fait un roulement à billes, voilà, qu'on vous a présenté ici, les éclairs de l'électricité symbolisés par l'ampoule, une vue en coupe de petits moteurs, voilà, petit moteur de ventilateur ici en l'occurrence, le compas naturellement, qu'on va retrouver là, et puis là vous avez des bielles et des pistons qu'on n'a pas réinstallés pour le moment, faute de place. Et donc ensuite l'idée à partir de cette peinture donc originale, hein, celle-ci elle a été peinte en 39-40, eh bien on a reproduit le motif tel qu'on peut le retrouver aujourd'hui malheureusement dans les casemates abandonnées du côté d'Aumesse. Donc un premier exemple de sauvegarde de peinture murale. Voilà, alors ici nous sommes dans l'écrin de l'une des plus belles peintures de la ligne Maginot. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est l'une des toutes premières à avoir été exécutée. Alors elle vient de l'ouvrage de Molvange, elle était à 40 mètres sous terre, au fond d'une galerie d'1 kilomètre, dans une chambre d'adjudant-chef. Alors l'important, ça va être vraiment qu'il y ait une cohérence entre le lieu de prélèvement et l'endroit où nous, au Baux du Four, nous allons réinstaller cette peinture. Donc ici, on est également dans une chambre d'adjudant-chef. Très intéressant, vous avez la signature. Donc L. Brunel, Louis Brunel, qui était caporal au 169e régiment d'infanterie de Forteresse. Et on a la date. Alors les millésimes sont assez rares, souvent il n'y a que l'année. Là c'est très précis, 19 septembre 1939. Le 19 septembre 1939, la mobilisation générale vient de s'achever. Hein, c'est l'époque où Hitler vient d'envoyer ses troupes en Pologne, où l'offensive est en train de s'achever. Donc ça veut dire que Brunel, dès son arrivée à Molvange, en pleine mobilisation, tout de suite s'est fait mis le grappin dessus par Yol, qui lui a dit, écoute, moi je suis un peu claustrophobe, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'éclairage, j'ai besoin de vie, viens décorer ma chambrée. Donc tout de suite ici, il s'est attelé à la tâche, et donc il a réalisé en quelques semaines cette magnifique peinture. Alors donc cette peinture-là, nous l'avons récupérée parce qu'elle était dans un état déplorable. Donc on a pris un engagement avec la base de défense de Metz, d'aller la récupérer à Molvange. Alors récupérer une peinture murale, ça veut dire quoi? Cette peinture, elle est peinte sur une cloison en briques, sous des voûtes. Donc, si on veut récupérer la peinture, il faut récupérer tout le mur. Donc, ça va être une opération de découpage très minutieuse, du panneau central et puis des deux marines sur le côté. À savoir que l'ensemble que vous avez ici pèse 800 kg. Donc, il a fallu le découper, le poser au sol, le transporter dans une galerie souterraine, la transporter à travers bois jusqu'ici et puis ensuite la réinsérer dans une paroi. Alors, l'œuvre principale représente le château de Clisson. Et de part et d'autre, vous avez des marines. Alors, le château de Clisson, c'est en Loire-Atlantique. Et Louis Brunel s'est inspiré d'une lithographie de Mauguière, qui est juste ici, hein, qu'on a retrouvé sur Delcamp. Alors après, lui ensuite a adapté les teintes, etc. Mais bon, voilà, une reproduction qui est assez fidèle. On voit bien le petit personnage au chapeau qui est là, le petit pêcheur qui est juste ici, les reflets de l'eau. Bon, voilà, on a une adaptation vraiment qui a été plutôt bien travaillée. Et à la récupération de l'œuvre, donc le donjon avait déjà perdu pas mal de peinture, il y avait vraiment des écailles. Le pont était en voie de disparition, ainsi que le cours d'eau. Il a fallu reteinter certaines parties. Mais ce qui est important, parce que sinon autant faire une copie, c'est que là, 60% du coup de pinceau de l'artiste a pu être préservé par un simple nettoyage.
Il y a 20% à peu près de repigmentation légère, et puis 20% vraiment qui ont dû être, qu'il a fallu restaurer. Alors donc, cette petite marine, comme l'autre, naturellement, c'est une invitation au voyage, à l'évasion. Alors, l'intérêt ensuite pour nous, sur un plan muséographique, ça va être, en partant de cette peinture-là, d'arriver à exposer des objets dont on ne savait que faire jusque maintenant. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des petites fouilles aux abords des casemates, on va tomber sur des poubelles. Ouais, les soldats pouvaient très bien casser de la vaisselle, il y avait des choses un peu dont on devait se débarrasser, donc ils faisaient une fouille, on jetait un petit peu l'intérieur, et puis de temps en temps on rebouchait, puis on créait une nouvelle fouille. Et dans ces poubelles extérieures, on va parfois faire des découvertes qui sont absolument étonnantes. Là, si vous regardez ici, ce que vous avez là, c'est une poubelle de 40 qu'on a retrouvée dehors. Et nous, comme on est un petit peu fou, on va reprendre cette poubelle qui a été jetée à l'extérieur et on remet ça dans la poubelle intérieure de l'ouvrage. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, par exemple, regardez ici, vous avez les restes de tessons. Alors, c'est la maison Félix Potin. On a le lion, la licorne. Alors, ça, ce sont les armoiries de la famille royale britannique. En fait, ça, c'est un pot de marmelade, English and American Groceries, qu'on pouvait retrouver dans les ouvrages. Donc, c'est de la marmelade. Et le pot, on l'a retrouvé, il est là-bas. On va le retrouver ici, là-haut. Donc naturellement, c'est des comptoirs maritimes, on peut imaginer ça à l'époque, etc. Et si on regarde encore dans la poubelle, on a ici également une petite assiette. Alors c'est du satsuma, c'est pas du motif japonisant, c'est vraiment du satsuma, c'est-à-dire que c'est de la porcelaine japonaise qui vient de l'autre bout du monde, fin 19e, début 20e. Et puis on peut retrouver parfois ça dans certains ouvrages. Vous avez également ces tessons qui sont là. Alors, on a d'autres morceaux qui sont juste ici. Quand on regarde bien, on a retrouvé ça dans une tranchée à 1 mètre de profondeur, devant une casemate. On a un petit visage asiatique qui est juste là, avec des décors. Et à force de chercher sur Internet, eh bien, on s'est rendu compte que l'origine de ces petits tessons, c'est une bonbonnière. Et là, pareil, c'est du satsuma fin 19e, début 20e. On peut imaginer à l'époque qu'un officier de la ligne Maginot avait ramené cette pièce de chez lui pour agrémenter sa chambrée. Et donc, il faut vraiment s'imaginer à 30 mètres sous terre, l'officier qui avait cette bonbonnière. Donc là, vous avez vraiment des parties, donc des objets artisanaux qui viennent de l'autre bout du globe. Et puis parfois, il y en a d'autres, c'est un petit peu trompeur. On avait retrouvé ce tout petit éclat avec cette petite fève de geisha. Et en fait, alors ça c'est un membre de l'association qui a retrouvé ce que c'était, c'est de la porcelaine de Gien. Donc là on est sur du japonisant. Ça veut dire que quand la production asiatique arrive en France, en Europe, eh bien les faïenceries françaises se disent on va reprendre aussi ces motifs, ça a l'air de marcher, et puis on va faire notre propre production. Donc on va également retrouver ces motifs-là, mais il est tout à fait incroyable de se dire que dans les ouvrages, rapidement, les soldats ont laissé de côté le quart, la gamelle en fer blanc, le quart en alu, pour ramener de la maison de la porcelaine, agrémenter l'ordinaire, et puis finalement reconstituer un cadre civil, presque familial, dans leur chambrée souterraine. Alors, avec la peinture que nous venons de voir à l'instant, on était sur la thématique de l'évasion spatiale, avec le paysage métropolitain, le château de Clisson, et puis les marines. C'est vraiment les deux grandes sous-catégories de cette partie. Ici, nous sommes devant une autre thématique, c'est la symbolique militaire, à savoir l'insigne. Alors, c'est une pièce qui est exceptionnelle parce qu'elle est unique en son genre. Elle a été peinte par l'adjudant-chef Charles Tibias, qui était du 18e génie, un régiment des transmissions, et Tibias, originaire de Nancy, n'était pas satisfait de l'insigne créé pour cette unité, donc de l'insigne qu'il portait sur sa poitrine. Donc, dans sa chambrée souterraine à l'ouvrage de Bréhin, il a complètement réimaginé l'insigne en s'inspirant de l'insigne général des troupes de forteresse, qui est un insigne donc avec un observatoire, une casemate, et puis un canon de 47 qui émerge du créneau. Et puis il a appliqué les symboles de la transmission dessus. Donc on va retrouver l'économie générale de l'insigne général des troupes de forteresse, mais à la place du canon de 47, on va voir les ondes TSF qui sortent du créneau. Le pigeon voyageur des unités colombophiles en haut, très finement peint. L'étoile brochant 5 foudres dans le ciel. Et puis après, on va retrouver le réseau de barbelés avec des pieux, donc on retrouve sur l'insigne général des troupes de forteresse. L'inscription transmission tout en haut, et puis on a la devise Kisifrot-Sipik qui n'a jamais été la devise du 18e génie. Alors pourquoi est-ce qu'elle est ici? Comme je l'ai dit, Charles Tibias, il est natif de Nancy. Vous avez dit, Nancy, c'est Kisifrot-Sipik, comme de la Lorraine d'ailleurs. Et puis avant d'être sapeur dans les transmissions, il était fantassin au 26e RI. Et la devise du 26e RI, où il est resté quasiment 8 ans, c'est Kisifrot-Sipik. Donc il a réappliqué cette devise-là qui lui tenait à cœur en dessous de l'insigne. Et puis on va retrouver aussi les couleurs rouges. La couleur rouge, c'est la couleur de la fourragère de son ancien régiment, le 26e RI. Donc cette pièce, elle est tout à fait exceptionnelle et unique parce qu'elle n'a jamais existé ailleurs que dans la tête de son auteur et sur cette paroi de l'ouvrage de Bréhin. Alors petite anecdote, Tibias, avant d'être mobilisé à Bréhin en août 39, il a servi, donc il habitait à Villers-la-Montagne à Morfontaine et il servait au Mauvais Bois et au Bois du Four. C'est lui qui a été responsable de toute l'installation téléphonique de ces deux ouvrages. Donc ici, nouvelle peinture murale, nous sommes dans le quartier des artilleurs de l'ouvrage A5 Bois du Four, donc qui servait les mortiers de 81, et cela tombe bien puisqu'on a exposé ici une peinture
qui a été réalisée par un canonnier. Alors une fois encore, c'est une peinture qui vient d'un autre ouvrage, c'est l'ouvrage de Rochonvillers, du côté d'Angevillers, qui était dans le bloc 5 de cet ouvrage. Et elle était peinte par le canonnier Hubert Levet, qui était un artiste lillois, alors un artiste véritable, hein, qui est vraiment presque mort de son art, parce qu'il a cherché à en vivre jusqu'au bout. Et donc il a peint en 1940, alors on voit bien la signature, hein, H. Levet 1940, d'ailleurs, qui a permis de retrouver sa trace. Et donc qui représente, alors c'est pas un tableau, hein, c'est vraiment un trompe-l'œil, donc il a réalisé un faux cadre. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette toile? On a une magnifique jeune femme, c'est vraiment l'une des plus belles représentations féminines et l'une des plus poétiques sur la ligne Maginot, qui est adossée à un olivier avec un lagon en arrière-plan. Alors c'est une œuvre qui était très dégradée, hein, il a fallu la restaurer tout de même un peu, mais là encore, on a 80% du coup de pinceau de l'artiste, coup de pinceau d'origine. Et puis bon, alors on a un petit peu rebaptisé la Joconde de la ligne Maginot. Bon, son appellation d'origine, c'est la jeune femme à la rose, puisqu'elle a une petite rose qui est déposée à côté de sa main gauche. On l'a rebaptisée la Joconde de la ligne Maginot, parce que comme la Joconde, elle a un côté un petit peu mystérieux. Alors pour certains, cette œuvre pourrait s'inspirer de cartes postales de l'époque, qu'on a retrouvées d'ailleurs dans le bloc 5 de l'ouvrage de Rochonvillers, dissimulées au-dessus d'une gaine de ventilation. Alors c'est vrai qu'au niveau des teintes, la posture, on peut y retrouver effectivement un lien. Et puis on retrouve également les roses qui sont juste ici. Et puis pour d'autres, l'artiste pourrait également y avoir inséré le visage de sa fiancée de l'époque, Léonie. Donc voilà, on a une jeune femme qui est assez mystérieuse, une peinture que j'aime beaucoup, puisqu'on a ce côté bucolique, poétique, un peu mélancolique également. Donc c'est une œuvre également qu'il est tout à fait étonnant de découvrir dans un ouvrage de la ligne Maginot. Donc ici, nous avons essayé aussi de reconstituer le quartier des artistes. Alors il y a des peintres, des dessinateurs dans la ligne Maginot. Il y a également des sculpteurs. Alors on reprend la tradition de l'artisanat de tranchée de 14-18, donc en taillant les douilles de but. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve également en 1940. Là en l'occurrence, ce sont des douilles de but de 75. Il y avait des batteries de 75 dans les forêts, pas très loin du bois du four. Donc on a un artilleur qui est en train un petit peu de travailler sa douille pour la rapporter chez lui en souvenir. Et puis il y avait également des musiciens. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, dans les ouvrages de la ligne Maginot, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'ordinateur portable, il n'y a pas de télévision. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer le temps libre? On discute, on écrit à sa famille, on lit le courrier à la presse, et puis à un moment donné, s'il y a un musicien dans l'équipe, il va ramener son instrument lors d'une permission, et puis il va jouer pour ses camarades. Il y avait également des pièces de théâtre dans les ouvrages. Donc dans un petit recoin de galerie ou de pièces, on pouvait très bien jouer du Molière, voire des pièces même qui étaient imaginées dans l'ouvrage. Voilà, et maintenant nous allons découvrir ce qui est clairement l'une des plus belles peintures de la ligne Maginot, celle aussi qui a vraiment une profondeur psychologique extrêmement intense. Elle est juste ici. Voilà. Les mortiers de 80 mm de l'ouvrage. Donc là, c'est le trésor, il faut vraiment une porte pour le conserver. Alors c'est l'une des plus grandes peintures de la ligne Maginot, l'une des plus belles. Alors on est ici sur notamment une partie d'art abstrait au niveau du paysage. Et l'intérêt, c'est qu'elle a été cette fois-ci peinte par un officier, de surcroît commandant de son ouvrage. Elle vient des Alpes-Maritimes. Cet officier, c'est le capitaine Jacques Tramont, qui est né à Verdun, 40 km du bout du four, et qui a été, donc, par le hasard des mutations, muté dans les Alpes-Maritimes à la tête de l'ouvrage de Flot, sur les hauteurs de la Vésubie. Alors cette peinture représente une fenêtre en trompe-l'œil. Alors c'est extrêmement travaillé puisque à l'origine un ouvrage de Flot, on l'a reproduit ici, l'éclairage vient de gauche et on voit que l'officier sous la fenêtre a reproduit tout le jeu d'ombre comme si la fenêtre en fait était véritable. Donc on a cette très belle fenêtre, cette très grande fenêtre en trompe-l'œil qui s'ouvre sur la Riviera. Donc là c'est une vue sur Menton, hein. On identifie très bien les rochers rouges, les bateaux de pêche, les maisons accrochées à flanc de coteau. Menton a d'ailleurs conservé encore aujourd'hui ce côté assez sauvage qu'on va retrouver sur l'affiche qui est là. Vraiment, on a les rochers rouges de Menton qui sont ici, le quartier avec les maisons qu'on a sur la partie gauche dans la végétation. Donc, on est vraiment sur cette ville qui était considérée à l'époque, et qui est d'ailleurs toujours, hein, qui est magnifique, allez la visiter, la perle de la France. Donc vous avez la fenêtre en trompe-l'œil. Au-dessus, vous avez un écu d'azur à 5 tours d'or qui symbolise l'ouvrage de Flot. Mais le capitaine Tramont était, alors, sa famille est noble, fasciné par l'héraldique. Et en fait, il s'est inspiré du blason de sa ville natale, la ville de Verdun, qui donc a en écu donc un blason d'azur, avec une tour d'or centrale et puis 4 petites tours autour. Donc il s'est vraiment inspiré du blason de sa ville natale pour cet insigne de l'ouvrage de Flot, avec 2 anges qui arrivent donc en triomphe, l'un avec la trompette, l'autre avec une couronne de fleurs. Et puis on a une partie très intime sur la partie droite de l'œuvre, avec 2 angelots, 2 poutis, l'un avec un petit bouquet de fleurs, hein, qu'il est en train de garnir,
et puis un autre qui est en train de déposer une enveloppe mystérieusement dans le bouquet. Alors en fait, le capitaine Tramont à l'époque donc était très amoureux de son épouse, Colette, qui à l'époque était alitée, elle était enceinte de leur deuxième enfant, et leur fille aînée s'était blessée à la clavicule suite à une mauvaise chute. Donc l'officier était fou d'inquiétude, et on sait, d'après sa dernière fille, Nicole, que, eh bien, il envoyait quotidiennement à son épouse de gros bouquets de fleurs qu'il allait cueillir ou qu'il envoyait son ordonnance récoltée aux abords de l'ouvrage de Flo, et puis il écrivait toujours une petite lettre romantique, une petite lettre d'amour, et l'officier a décidé donc de reproduire ça sur cette partie de l'œuvre. Alors une fois encore, notre travail va être à partir de cette peinture magnifique, alors qu'il a fallu récupérer, on y est allé au mois de juillet, dans un ouvrage des Alpes en plusieurs morceaux, puisque là vous avez un ensemble quand même qui pèse pas loin de 3 tonnes, donc pour la réinstaller ici. Et à partir de cette récupération, à partir de cette œuvre qu'on a réintroduit au bout du four, l'idée ça va être de mettre des petits points d'accroche muséographiques. Alors par exemple sur l'étagère ici, vous avez des gros coquillages. Alors là, pour l'anecdote, c'est des coquillages que mes grands-parents, lors de leur voyage à noces, ont été récupérés. C'est le seul voyage qu'ils ont fait dans leur vie, du côté de Marseille. Et par contre, tous les petits galets que vous avez ici viennent des plages de Menton. La plage qui est ici sur la peinture. Et pour l'anecdote, pas très loin du bout du four, la casemate de Villès, nous avions un lieutenant, Grégoire, qui le 10 mai 40, quand les Allemands attaquent la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, est à Nice. Il est aux côtés de son épouse en permission. Donc il va rentrer 4 à 4 pour reprendre le commandement de sa casemate. Mais avant de partir, il va récupérer quelques galets sur la plage pour égayer un petit peu sa chambrée. Donc vous voyez, à partir d'une œuvre murale, on arrive aussi à restituer des anecdotes locales. Et si vous regardez à côté, on a ce gramophone. Alors ça, c'est un modèle 1915. Et là, pareil, ça se raccroche aussi à une anecdote. Alors moi, j'aime bien parce que ça fait un peu méditerranéen par rapport à la peinture, les teintes saumon, orangé, c'est vraiment parfait. Et on retrouve ces teintes-là sur l'œuvre. Mais pareil, on va se raccrocher à une petite anecdote locale. À l'ouvrage de Bréhin, le commandant du bloc 5, donc d'ailleurs qu'on avait en ligne ici téléphoniquement depuis notre PC, qui était commandé par le lieutenant Gravel. Et bien Gravel avait de très bons contacts avec le central téléphonique. C'était vraiment un vieux de la vieille issu du rang, donc il était assez familier avec ces hommes. Et puis à un moment donné, ce qui se passait, c'est que quand il sentait que parmi l'équipage de Bréhin, il y avait un coup de mou, il venait d'avoir une alerte par exemple, il y avait un petit peu de stress, il décrochait son téléphone, il appelait son copain Marcel qui était au central téléphonique, et puis il disait écoute Marcel, on fait comme d'habitude. Et faire comme d'habitude, ça voulait dire que Marcel, de son côté, branchait ce téléphone-là sur d'autres, où il y avait quelques amis dans l'ouvrage, tel observateur, le mécanicien qui était en pause, le gars du train qui, pareil, était un petit peu en pause dans sa chambrée. Gravel faisait fonctionner son phonographe, et puis il diffusait comme ça de la musique dans une partie du bloc. Alors ça durait 5 minutes, pour essayer de ne pas attiser la curiosité du commandant de l'ouvrage, mais pendant quelques minutes, on avait l'observateur qui était dans son observatoire, on avait le mécano, on avait le fantassin dans sa chambrée, et puis d'un coup, il y avait un petit peu de Boléro de Ravel qui arrivait, du Rinachetti, pourquoi pas un petit peu d'Edith Piaf, et puis ça permettait 5 minutes de s'extraire de la guerre, de s'extraire du monde souterrain, pour reprendre un petit peu de cette douceur de la vie civile. Et ben voilà, écoutez, pour nous quitter, je vous propose de faire comme en 40. On va être dans le PC du lieutenant Charles Gravel à l'ouvrage de Bréhin. On va se mettre un petit air de musique. N'hésitez pas à venir nous voir parce qu'en venant, vous nous permettez de financer toute cette muséographie que vous avez là. Sans vous, nous ne sommes rien. On a vraiment besoin de vous. Et donc, on va terminer cette immersion par un petit peu de musique.